Bonjour. Alors, ce premier PowerPoint de développement agile, on va commencer par parler en fait, peut-être un peu motiver pourquoi on accorde de l'importance au développement informatique, donc des projets informatiques. C'est probablement parce que c'est quelque chose qui est excessivement difficile à faire en réalité. Donc, l'histoire de la programmation informatique se caractérise par une série de succès retentissants, mais aussi d'échecs flagrants. Donc, les cas de succès, ben, en fait, c'est la plupart des logiciels que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Ça, évidemment, ce sont les succès. Donc, tous vos systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Android, iPhone, euh, ou Linux. Donc, c'est tous des succès, des cas de succès. Les navigateurs web que vous utilisez, que ce soit Chrome, surtout Chrome en fait, mais Edge ou même Firefox ou certains autres comme Opera ou Safari. Donc, ça aussi, c'est des cas de succès. Toute la suite Office de Microsoft, c'est un succès incroyable en fait. Probablement que Microsoft c'est plus sa map s'il n'y avait pas eu Office. Euh, les jeux, la plupart des jeux auxquels vous avez joué, c'est des succès. Ben, il y a des jeux évidemment que c'est des échecs, mais la plupart des jeux, ben, il y a beaucoup de jeux que c'est des échecs, mais je veux dire, il y a beaucoup de jeux, tous ceux auxquels vous avez probablement participé, sont été des succès retentissants. Les compilateurs qu'on utilise pour coder et pour écrire nos programmes, Netflix, Zoom, donc pour ajouter des exemples récents de logiciels qui ont connu des succès énormes, donc, etc. Les échecs, en fait, c'est tous les logiciels qui, d'abord, ont été entrepris, mais qui se sont jamais terminés. Donc, les gens commencent un projet, mais finalement ne terminent jamais. Qui existent ou qui ont existé, mais qui n'ont jamais été utilisés. Donc, ça existe aussi. Donc, ça vous est sûrement déjà arrivé d'acheter quelque chose, puis finalement de jamais vous en servir. Donc, il y a des gens, des fois, qui créent des logiciels ou qui en commandent, puis qui finalement s'en servent jamais. Pour X raisons. Les logiciels qui sont utilisés par la force des choses. Donc, ils bénéficient d'une niche monopolistique, mais ils fonctionnent mal. Donc, sûrement que ça vous est déjà arrivé d'avoir des. Ça peut être par exemple des logiciels, je m'excuse, j'ai le rhume. Donc, mais comme le cours commence lundi, puis que ça fait quelques jours déjà que j'ai le rhume, ben il fallait bien que je finisse par enregistrer mon cours. Donc, c'est ça que je l'ai fait. Mais si je perds la parole d'ici la fin, ben, je vais être obligé d'arrêter l'enregistrement. Et vous allez avoir tout simplement moins de matière cette semaine. Euh, donc, voilà. Donc, si vous avez la chance ou la malchance, en fait, la chance du point de vue du promoteur ou la malchance du point de vue de l'utilisateur, d'utiliser un logiciel disons, s'exécute dans un environnement monopolistique, ça peut être par exemple le logiciel d'un gouvernement ou d'une institution, disons, publique, privée, c'est rare parce que d'habitude, ils vont se faire damer le pion par quelqu'un qui fait mieux la job. Mais si c'est public, ben ça se peut que ça soit mal fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les gouvernements ont des logiciels qui sont mal faits. Je trouve qu'au gouvernement du Québec, on est assez bien servi. Peut-être que vous n'avez pas encore fait beaucoup à faire avec le gouvernement du Québec, mais moi je trouve qu'en général, ça va assez bien. Le gouvernement du Canada, pas si mal, peut-être une petite coche en dessous. Mais des fois, bon, peut-être, en fait, je vous laisse décider qu'est-ce que ça peut être les codes logiciels qui ne fonctionnent pas très bien. Mais je suis sûr qu'il y a des pays sur la planète que le logiciel doit être un petit peu difficile. Et en fait, des logiciels qui sont utilisés, qui fonctionnent bien, mais qui ont coûté trop cher. Donc ça aussi, c'est des échecs. Donc si en fait votre logiciel vous a demandé trop d'énergie à faire, donc vous êtes perdant. Donc en fait, c'est ça. Donc, un cas intéressant d'un logiciel qui a pu être développé dans le passé, juste pour vous donner un exemple, c'est un système IBM qui s'appelait OS 360, qui a été développé au début des années 1960
Et la personne qui était en charge de développer ce système-là, c'est un certain Frederick Brooke, donc qui n'est pas parenté avec moi. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, Frederick Brooke. Mais non, c'est écrit en dessous, là. Frederick P. Brooke. Son livre The Mythical Man Month. Donc, c'est un projet informatique qui, dans le fond, au départ, était planifié pour durer un certain temps avec un certain budget, mais finalement, ça a pris 1 ou 2 ans de plus à le faire et ça a coûté 2-3 fois plus cher que ce que ça devait coûter. Donc, ça a failli mettre IBM sur la paille. C'était un système révolutionnaire pour l'époque, mais malgré tout, c'était un peu comme une victoire, qu'on a dit une victoire à la Pyrrhus, donc une espèce de truc que tu réussis à faire, mais que ça t'a coûté tellement cher que finalement, ça aurait été mieux de ne pas le faire. Donc ça, c'en est un cas précis. Puis lui, en fait, c'est un peu là aussi, ce livre-là, c'est le livre fondateur du génie logiciel en quelque sorte. Donc c'est la première fois que quelqu'un réfléchissait sur le processus de développement de logiciel, puis pourquoi ça n'a pas marché. Donc lui, en fait, ça a marché. Il a réussi à faire son système. Mais ça n'a pas marché parce que ça a coûté beaucoup trop cher. Et que finalement, si IBM avait eu à refaire un système comme ça, elle aurait dit non, on ne le fait pas. Donc lui, il s'est posé la question. En réalité, ça a été une espèce d'échec pour lui en quelque sorte. Donc il s'est posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? Donc son livre s'appelait The Mythical Man Month parce que à cette époque-là, on concevait les systèmes, on concevait la réalisation des systèmes informatiques un peu comme des projets de génie civil, on pourrait dire. Donc, si par exemple vous étiez un pharaon à l'époque de l'Égypte ancienne, vous vouliez faire construire une pyramide, ben si votre principal chef d'orchestre arrive, vient vous voir, le gestionnaire du projet vient vous voir et dit « Cher pharaon, faire construire votre pyramide, ça va prendre 10 000 personnes pendant 10 ans. » Bon, je ne sais pas si c'est autant de monde que ça prenait que ça, mais 10 000 personnes pendant 10 ans, ça fait 10 000 années hommes. Donc, on mesure ça comme ça. Donc, 10 000 personnes pendant 10 ans. 10 000 personnes pendant 10 ans, ça ne fait pas 10 000 années hommes, ça fait 100 000 années hommes. OK, 10 000 personnes pendant 10 ans, ça fait 100 000 années hommes. Peut-être que j'aurais pas dû dire 10 000. On va dire 1000 personnes pendant 10 ans. Donc, cher pharaon, construire votre pyramide, ça va prendre 1000 personnes pendant 10 ans. Donc, 1000 personnes pendant 10 ans, ça fait 10 000 années hommes. Donc, le pharaon dit très bien, tu as juste à prendre, à la place de prendre 1000 personnes pendant 10 ans, tu as juste à prendre 10 000 personnes pendant 1 an, puis tu vas réussir à faire ta pyramide. Là, le maître d'œuvre dit oui, grand chef, c'est ça que je vais faire. Et effectivement, en général, ça va assez bien marcher. C'est sûr qu'il va y avoir un peu plus gérer 10 000 personnes versus gérer 1000 personnes, ça demande plus il y a plus d'overhead. Okay? Mais mettons qu'avec peut-être 10 000, peut-être 11 000 personnes, ça va faire la job. Okay? Donc c'est pas si pire. Mais les projets informatiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous allez voir votre grand chef, vous dites grand chef, votre projet va prendre 100 développeurs pendant 3 ans. Fait que là, le grand chef il dit ben parfait, tu as juste à prendre 300 développeurs pendant 1 an. Mieux que ça, tu vas prendre 600 développeurs pendant 6 mois, puis tu vas avoir fini. Donc, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça ne veut pas dire que parce que les projets informatiques, c'est pas parce qu'on rajoute plus de monde que ça va aller plus vite. Okay? Alors que les anciens projets, style construction de pyramide, si vous mettez plus de monde, ben ça va aller plus vite, effectivement. Donc, The Mythical Man Month, donc un Man Month, c'est une mesure d'effort d'homme-mois, un homme qui travaille pendant 1 mois, donc un homme ou un humain, okay, pour ne pas être sexiste, donc un humain qui travaille pendant 1 mois, donc c'est un Man Month. Donc, The Mythical, ça veut dire le mythique, donc le fameux mois homme, dont on disait qu'on avait juste à rajouter plus de monde pour que ça aille plus vite, ben en réalité, lui, il s'est rendu compte que c'était ça le gros problème qu'il avait rencontré dans son truc, puis c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc, à tel point qu'on a développé, en quelque sorte, une célèbre citation de Fred Brooks, donc le gars, Frederick P. Brooks, le gars qui a écrit le livre auparavant. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'ajouter du staff à un projet en retard ne fera que le retarder davantage. Donc, vous avez ici un petit comic strip de Dilbert, ou Dilbert, que moi j'apprécie énormément. Donc, peut-être que vous aussi, ça existe encore, c'est quelque chose qui existe depuis
1990, peut-être même un petit peu avant, puis le gars continue à faire ses trucs, puis c'est toujours aussi bon, donc c'est génial, je vous encourage à aller voir ça. Donc vous avez ici, mise en situation, vous avez Dilbert, qui est un espèce d'ingénieur qui travaille dans une grosse boîte informatique. Une grosse boîte, pas nécessairement informatique, mais une grosse boîte, puis vous avez ici son patron. Donc son patron est toujours un petit peu niaiseux, parce que c'est comme ça que la bande, le petit comique est fait. Donc lui, il dit, bon, il parle, parce que lui, c'est un ingénieur, mais c'est un ingénieur quand même senior, ça fait qu'il gère des projets. Donc lui, il demande, il dit combien de temps de plus ça va prendre si j'ajoute 2 personnes à ton projet. Fait que là, lui dit, ben, rajoute 1 mois pour l'entraîner, 1 mois pour la complexité additionnelle et 1 mois pour dealer avec leurs problèmes. Ouais, dit, là, le patron dit, ouais, mais après tout ça, ben, ça va être aussi utile que ce meeting. Donc, c'est ça, c'est vraiment bien dit. Enfin, sans vouloir, je ne veux pas dénigrer la gestion de projet, évidemment, mais c'est pour montrer que c'est ça, c'est compliqué, la gestion de projet informatique. Donc, en fait, même les pros sont pas à l'abri de problèmes en ce qui a trait le développement de logiciels. Donc, si on prend par exemple Microsoft, donc c'est sûr, Microsoft a réussi à coder Windows 95, Windows 98, Millennium, XP, Vista, 7, 8, 10. Donc, mais c'est pas toutes les versions qui ont été des succès. En réalité, il y a eu des échecs à travers ça. Donc, vous avez Windows Millennium qui a été un échec. Et vous avez Windows Vista qui a aussi été un échec. Et finalement, tout dernièrement, Windows 8 qui était en quelque sorte un échec. Bon, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent encore avec Windows 8? Oui, ça peut arriver. Mais d'ailleurs, Windows 8, Microsoft a offert à tout le monde d'installer Windows 10, même ceux qui avaient Windows 8 gratuitement pour pouvoir passer par-dessus son échec. Donc, Windows fait des échecs aussi, mais évidemment, il essaie de rattraper au bon, Windows ou Microsoft essaie de rattraper au bon la chose. Donc peut-être que vous avez vous-même des exemples d'échecs retentissants auxquels vous avez été exposé d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez y penser. Donc là, normalement, si on est en classe, je vous poserai la question, puis vous essayeriez de me répondre. Mais là, comme on n'est pas en classe, vous y répondez dans votre tête. Et ensuite, on passe à la prochaine diapo. Donc, des échecs près de chez nous, dont on a entendu parler ici. Vous avez certainement l'échec le plus considérable, c'est l'échec du projet Phoenix, donc qui est un des systèmes de paix du gouvernement fédéral qui était absolument catastrophique. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Comment une chose comme ça peut-elle se produire? On peut se poser la question. Donc, c'est un système de paix. Enfin, évidemment, il existait déjà un système de paix au gouvernement qui fonctionnait, mais le gouvernement s'est dit on va le mettre à jour. Donc là, il a acheté un système de paix que, je pense maintenant, c'est pas IBM d'ailleurs qui a installé ça. Puis, installé ce système-là, mais finalement, ça s'est avéré catastrophique parce que le système s'était tout mélangé. Il envoyait des chèques à du monde qui ne devait pas en recevoir. Il n'envoyait pas de chèques à des gens qui devaient en recevoir. Donc, ça a été là, épouvantable. Finalement, le gouvernement pensait sauver 500 millions de dollars avec ce nouveau système-là, parce que c'était le devis. On disait, avec le nouveau système, tu vas sauver 500 millions. Mais depuis que ça, c'est là, non seulement ça a causé des désagréments énormes à plusieurs employés de l'État fédéral, mais en plus de ça, ça a dû coûter plus d'1 milliard de dollars là, depuis qu'il y a eu ce problème-là. Et le problème n'est pas encore réglé. Donc, ça vous montre que c'est un échec plus que retentissant, c'est un échec monumental. Le registre des armes à feu, qui est un autre échec monumental du gouvernement fédéral, encore une fois. Donc, on a voulu faire un registre des armes à feu. Le but, c'était d'enregistrer les armes à feu. Donc, ça, c'était au fédéral. Donc, suite à la tuerie qu'il y avait eu à Polytechnique, on a créé ce registre-là, mais finalement, il fallait développer le logiciel, et après ça, il fallait inscrire le monde, et tout ça, et tout ça. Finalement, c'est un projet qui a coûté genre 2 milliards, qui a
servi à enregistrer quelques armes à feu, mais que finalement, comme c'était pas bien, il y avait des... Parce que non seulement ça, mais il faut le vendre aussi, le projet. Donc, il a coûté trop cher, d'une part. Deuxièmement, il faut vendre le projet. Fait que le projet a pas été tant, le logiciel n'a pas été tant que ça utilisé. Finalement, le gouvernement Harper a dit nous autres, le registre des armes à feu, on veut rien savoir avec ça. Chut, poubelle. Donc, c'est un beau petit truc qui a été mis aux poubelles. Donc, nous, on en a un maintenant au Québec. On a récupéré en partie les données d'Ottawa. Mais, je veux dire, c'était quand même un échec retentissant au point de vue du gouvernement fédéral. Finalement, vous avez le dossier santé informatisé du Québec. Donc, ça, c'est une catastrophe. Je veux dire, si une compagnie privée fonctionnait comme le système de santé du Québec, je veux dire, elle serait en faillite à peu près 60 000 fois depuis qu'elle existe. Je veux dire, ça serait inconcevable. Bon, je m'excuse de dire ça comme ça. Oui, vous allez vous faire soigner. Vous réussissez à vous faire soigner. Mais sincèrement, je veux dire, est-ce qu'un système qui récolte aucune donnée, qui est obligé de vous demander à tout bout de champ de répéter vos informations, que vous êtes là, on commence à y avoir accès, si vous voulez. Vous pouvez aller maintenant aller en ligne, consulter certaines choses, mais c'est même pas tout qui est accessible. Donc, normalement, je veux dire, si vous voulez gérer une population comme il faut, je veux dire, ce genre de choses-là devrait être géré depuis au moins 20 ans. Là. Ça fait au moins 20 ans que ça devrait fonctionner sans aucun problème. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Évidemment, il y a tous les autres dont on n'a jamais entendu parler. Donc là, je vous en ai nommé juste 3. C'est des trucs publics, donc quand c'est privé, on entend moins parler, parce que, évidemment, ça reste derrière des portes closes. Donc, selon les sources, on estime généralement qu'environ 50% des projets informatiques sérieux sont des succès. 35% sont des succès mitigés, c'est-à-dire que, finalement, on réussit à faire quelque chose, mais ça va, finalement, on ne s'en servira pas vraiment, ou ça va coûter extrêmement cher. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, ou ce genre de choses-là. Donc, il y a des désagréments. Finalement, le coût, c'est-à-dire le bénéfice versus les coûts, c'est à peu près kiff-kiff. Donc, on n'est pas gagnant. Après ça, 15% sont des échecs flagrants. Donc là, je vais vous présenter certaines statistiques, mais c'est à prendre avec un certain grain de sel, ces statistiques-là. Pourquoi? Parce que c'est des statistiques souvent qui proviennent de compagnies de génie logiciel, ou si vous voulez, de gestion de projet, qui essaient, bien entendu, de vendre leur salade et de vous vendre des produits. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils ont un parti pris pour montrer qu'il faut absolument qu'on utilise leur solution. Donc, mais ça, je veux dire, le fait que je vous dise ça, ça c'est archi connu. Là. Tout dans l'univers, dans l'humanité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait souvent la partie qui fait un sondage, c'est celle qui veut vous convaincre de quelque chose. Donc, ça, c'est comme ça dans la vraie vie. Mais évidemment, est-ce que ça veut dire que les données valent rien? Non. Ça ne veut pas dire que les données valent rien. Évidemment, ça dépend. Là, je veux dire, si c'est le gouvernement de la Chine qui vous propose des données qui ont été récoltées par son propre gouvernement, ou la Russie, ben vous pouvez peut-être vous poser des questions. Mais bon, les autres compagnies, souvent les données sont... Il y a quelque chose en dessous de ça, mais est-ce qu'il faut les prendre pour du cash? Non. Donc, ceci dit, je ne veux pas dénigrer la Chine ou l'URSS, ou l'URSS, la Russie, l'URSS, on n'est plus là depuis 1989, ou la Russie. Mais, puis je ne veux pas non plus qu'ils me bloquent à l'entrée si jamais je décide d'aller visiter ces deux merveilleux et grands beaux pays. Mais bon, je veux dire, on sait qu'évidemment, la liberté de presse n'est pas ce qu'elle est, ou ce qu'on voudrait qu'elle soit dans ces pays-là. Donc, c'était juste pour prendre des exemples parmi tant d'autres. Est-ce que je me garde dans mes discours? Probablement. Donc, pour passer immédiatement à la diapo suivante, vous avez ici certaines statistiques. Donc, avec les années, donc ça change plus ou moins en réalité d'une année à l'autre. C'est pas si important que ça. Mais on a les nombres de projets qu'on dit qui sont des succès. Donc, vous avez ici 25%. Moi, tantôt, je vous ai parlé de 50%. Donc, lui, ici, cette compagnie-là, qui est derrière
ces statistiques-là, ou cette organisation-là qui est derrière ces statistiques-là, elle a dit que c'est juste à peu près 30% des projets qui sont des succès, 50% qui sont des succès, disons, mitigés, et à peu près 20% qui sont des échecs flagrants. Ici, je vais me tasser ici. Donc ici, on a, bon, vous avez ici encore une fois Scott Ambler, c'est lui qui a fait ces statistiques-là. Est-ce qu'elles sont fiables? Pas nécessairement, mais ça nous donne quand même une idée. Okay? Donc, selon lui et son organisation, vous avez ici différentes techniques qu'on peut utiliser pour développer du logiciel. Vous avez la technique lean, itérative. Là, il faudrait évidemment creuser pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par lean, qu'est-ce qu'il veut dire par itérative, qu'est-ce qu'il veut dire par agile. Parce que souvent, quand c'est itératif, c'est un peu en quelque sorte agile. Puis quand c'est lean, c'est aussi en quelque sorte un peu agile. Donc, il faudrait voir un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puis ad hoc, on va en parler un peu plus tard, et traditionnel aussi. Donc, c'est différentes méthodologies ou approches de développement de logiciel. Et là, lui, ce qu'il démontre, c'est que dans le fond, la technologie qui permet d'obtenir le plus faible taux d'échec, c'est agile. Par contre, le plus grand succès, ça va être l'approche lean. Donc, mais c'est ça. On va voir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas nécessairement lui, on peut prendre ce qu'il lui, il donne certaines définitions, là, mais je veux dire, le lean a été intégré dans l'agile en quelque sorte, comme on va le voir un peu plus loin. Donc, traditionnel, ça fait référence aux méthodes qui ont été employées, disons, qui ont été développées dans les années 70, 80, 90. Donc ici, on a certaines autres données qui viennent du DoD, donc le Department of Defense, le département de la défense américaine, qui développe beaucoup de logiciels, en fait, pas à l'interne, mais qui passent des contrats avec des compagnies pour développer du logiciel. Et voici ce qu'on a comme information. Alors, on a que 46% du logiciel qui a été commandé, c'est marqué « not used », n'a pas été utilisé. Donc, on a développé un logiciel, finalement, on ne s'en sert pas. 29% a été cancellé. 20% a été modifié par rapport à ce qui était attendu. 3% a eu des modifications mineures. Et finalement, 2% a été utilisé tel quel. Donc, ça vous donne une idée de ce que c'est que développer du logiciel. Donc, en conclusion, créer un logiciel utile de qualité avec des ressources limitées, c'est un art difficile à maîtriser. Donc, maintenant, pour me démontrer ce que vous allez faire, vous allez relire ça, ou en tout cas, vous allez répondre aux questions qui sont là. Vous avez 5 questions ici. 1, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions, puis 5 points. Vous essayerez de faire les maths avec ça. Peut-être j'aurais dû mettre 6 points. Et ici, vous avez... en fait, ici, vous allez vous creuser le coco. Vous allez réfléchir, vous allez dire quelles seraient 10 qualités qui permettraient de développer un bon logiciel. Donc, ce serait quoi 10 qualités d'un bon logiciel? Okay? Donc, vous allez les mettre là, tout simplement, 10 qualités. C'est tout. Et une fois que vous avez fini ça, que vous avez répondu à ces 2 diapos-là, vous remettez votre document PowerPoint sur les A en vous mettant une auto-évaluation sur 10. Donc, merci pour votre attention et au prochain diaporama.